nous sommes dans un contexte réellement où nous avons besoin de positionner cette situation que nous vivons à sa juste échelle et dans le contexte qui s'impose. Et ce qui est évident, c'est que nous, en tant que groupe de formation, nous sommes tout à fait à l'écoute des enjeux depuis maintenant un peu plus d'une année. Comme tout le monde, nous avons fait des transitions nécessaires. Et nous avons décidé de poser le contexte de cette rencontre à travers une problématique qui est centrale. Aujourd'hui, si on doit parler de ce qu'est la genèse et la définition de cette crise et surtout ce qui la définit particulièrement, c'est que c'est la première fois depuis le début de l'humanité qu'on se focalise, avant de se focaliser sur la dimension économique, on se focalise sur l'humain. Il y a bien peut-être eu des périodes où, par parcelle d'activité, il y a eu un focus beaucoup plus sur l'humain, mais globalement, aujourd'hui, on a fait passer l'humain avant tout et les économies de tous les pays ont été mises en second plan, au second rang pour préserver, j'ai envie de dire, la race humaine en tout cas. Deuxième élément qui est important, c'est que c'est la première fois aussi qu'on est dans une crise qui est mondiale et qui s'est propagée à une vitesse fulgurante. Si on se rappelle de la crise de 29, cette dernière a pris exactement 3 ans à se propager des États-Unis à l'Europe. On sait qu'on ne vivait pas dans un monde qui était numérisé, mais il est clair que cette crise s'est globalisée très rapidement en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Et puis ensuite, ce qui est particulier, il faut garder à l'esprit quand même une dimension importante, c'est que c'est la première fois aussi que la mobilité des hommes, des femmes, des marchandises est complètement anéantie, j'ai envie de dire. En tout cas, elle est réduite au minimum vital. On est confiné, on l'est encore, qu'on le veuille ou non, dans tous les pays du monde. Et puis, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est une crise aussi qui est marquée par de grandes incertitudes. Et on va justement, pendant ces 3 journées, adresser ces incertitudes avec le regard éclairé de nombreux experts, que je remercie tout de suite. Déjà, d'entrée, je suis vraiment honoré de faire partie de cet événement, moi-même en tant que dirigeant. Mais je tiens vraiment à dire que leur générosité, leur mobilisation, et vous allez le découvrir, et je vous encourage à passer le plus de temps possible avec nous en ligne. Vous verrez que ce sont des gens qui sont vraiment dans le don d'eux-mêmes. Et la particularité des experts qu'on va vous présenter, c'est que ce sont des gens qui ont vraiment pris le temps de réfléchir. Ils font partie, pour nous, en tout cas en ce qui nous concerne, de ces dirigeants, de ces faiseurs d'opinion qui ont, plutôt que de rester assis et de se dire voyons ce qu'est cette crise, on va essayer de la laisser passer et d'y remédier par des moyens classiques, ils sont allés au-delà, ils se sont posé des questions, ils ont approfondi la réflexion. Ils ont interagi dans des écosystèmes, ils ont contribué au mouvement. C'est ce que nous voulons vous proposer. Donc, Educateam a décidé de vous proposer ces 3 jours d'événements sous 3 thèmes. Donc, le premier thème est un thème dit, on va dire, ou plutôt 3 niveaux d'organisation. Le premier niveau est un niveau qui est dit généraliste, donc pour tous les secteurs d'activité. Le deuxième est plutôt s'adresse au secteur bancaire et financier. Et le troisième au secteur de l'assurance. Et donc, ce qui est important, c'est de vous dire comment on va aborder la structuration de nos interventions. Le premier niveau, ou le premier horizon dont on va parler, c'est l'horizon macroéconomique des organisations. On dit bien organisation parce qu'on ne parle pas que des entreprises à but lucratif. Enfin, il y a toutes sortes d'organisations qui évoluent dans les écosystèmes. Le deuxième niveau, c'est le niveau micro. Alors, quand je dis macro, on entend bien que c'est tout ce qui est environnement géopolitique, environnement écologique, si on veut, économique, évidemment, social. Bon, on aura le temps de parler de ceci dans les interventions. Le deuxième environnement qui est le micro, c'est ce qui est en prise directe avec l'organisation. Donc, son écosystème direct, ses fournisseurs, ses partenaires, évidemment ses clients ô combien importants, qui eux-mêmes ont besoin d'énormément de changements aujourd'hui et d'accompagnement dans le changement. Et ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau évidemment de l'organisation. Et notre objectif pendant ces 3 journées, c'est de démontrer à quel point au cœur des organisations, on retrouve à nouveau le facteur humain. Et ce facteur humain, il est prédominant dans la réussite de cette transition que vit l'humanité aujourd'hui, avec un grand H. Et c'est dans cette configuration et dans cette dynamique que je suis ravi de vous accueillir en tant que directeur général d'Educateam, au nom de notre équipe, évidemment, que je remercie au passage pour tous les efforts. Et je remercie aussi tous nos partenaires qui nous accompagnent dans l'effort de communication et les intervenants à nouveau. Mais surtout, vous, chères participantes et participants, je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre mobilisation également. Et je vous souhaite 3 très belles journées. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour le panel inaugural, j'ai le plaisir d'accueillir Oumnia Boualem, qui est directrice générale de Oxford Business Group au Maroc. Oumnia est une personne qui a dans le sang l'international, mais aussi qui a son pays natal, le Maroc, à cœur, évidemment, mais qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup conduit de grandes études et de grands projets au Moyen-Orient, partout dans le Maghreb,
L'avantage de la position qu'a Oumia, c'est qu'elle peut vous donner une vision d'ensemble et son regard, elle, sera un regard plutôt sud. Bien, écoutez, Oumia, est-ce qu'on peut brosser rapidement le paysage de votre point de vue depuis la crise, depuis le démarrage de cette situation que nous vivons, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui était déjà en place et qui s'est accéléré? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et qu'est-ce qui a peut-être disparu du point de vue de l'analyse que vous voulez en faire? Vous avez exactement 5 minutes pour votre première partie d'intervention. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Driss, et merci pour cette invitation à cet événement qui est très intéressant et très important dans le contexte actuel. Voilà, j'ai mis ma caméra comme ça, vous pouvez me voir. Donc moi, je voudrais commencer par présenter la situation économique et les enjeux majeurs au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire pour l'Afrique. Donc, il faut savoir que je suis donc la directrice générale pour Oxford Business Group au Maroc, mais aussi pour l'Afrique. Et donc, j'ai eu l'occasion de vivre et de travailler dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et subsaharienne au cours des 10 dernières années. Et l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est le fait qu'en Afrique, on a la chance d'avoir une population jeune. Plus de la moitié de la population africaine est en dessous de l'âge de 25 ans. On a aussi la chance d'avoir cette année un événement historique, le 1er janvier 2021, avec la signature de l'accord de libre-échange de la zone continentale africaine, donc de l'ECA. C'est un accord historique. Pourquoi? Parce que c'est un accord qui va créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Donc, un accord qui a été signé par 54 pays africains et qui a le potentiel de générer un PIB pour le continent entre 2,1 trillion dollars et 3,4 trillion dollars. Et c'est aussi un accord qui va permettre à plus de 60 millions de personnes en Afrique de sortir d'une pauvreté précaire. Donc, bien sûr, tout ça, ça avait commencé bien avant le Covid. Mais dans le contexte actuel, c'est un accord qui va vraiment pousser et permettre l'Afrique à sortir plus rapidement de cette crise économique et sociale que nous vivons. Maintenant, il est très, très important aussi de souligner qu'il faut qu'il y ait des changements et des réformes économiques profondes pour que notre continent ou le Sud puisse vraiment se développer. Donc, pourquoi? Historiquement, l'Afrique a toujours bénéficié d'un appui international sur la base d'un modèle qui, au jour d'aujourd'hui, n'a plus vraiment de sens. C'est une priorité pour nous de prendre notre futur en main et de construire notre futur. Et ça ne peut être fait qu'en partenariat avec le secteur privé. Donc, le secteur privé joue un rôle primordial dans la création de l'emploi. Et on a besoin de créer de l'emploi en Afrique. Donc, c'est l'enjeu, je dirais, l'enjeu numéro 1 pour le Maroc et le reste des pays africains. Maintenant, dans le contexte de cette pandémie, il faut aussi souligner que l'un des gros enjeux qu'on voit partout dans le monde, c'est l'accès aux vaccins. Donc, le Maroc est un cas unique et exceptionnel dans le continent. Le reste de l'Afrique est quand même resté et encore toujours au stade initial du processus de vaccination. Et donc, ça crée un sentiment d'incertitude générale qui pourrait avoir des conséquences socio-économiques qui vont durer sur le moyen et sur le long terme. Je voudrais aussi dire que cette pandémie que nous vivons, comme vous avez dit, Driss, c'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité où on met l'aspect humanitaire avant l'aspect économique. Mais c'est aussi une crise, ce sera pas la dernière crise. Et il faut qu'on prenne ça comme une leçon pour développer un nouveau modèle de développement et faire des changements fondamentaux. On a vraiment besoin au Maroc ou en Afrique en général d'avoir une décennie beaucoup plus prévisible.
et aussi d'essayer d'avoir une réponse globale et régionale beaucoup plus unifiée. Et je pense vraiment que l'accès au vaccin va jouer un rôle décisif dans nos économies pour les prochaines années. Voilà, donc le Covid, c'est une opportunité pour l'Afrique, pour le Sud. C'est une opportunité de nous transformer. C'est une opportunité de ne pas continuer avec le modèle de développement des décennies précédentes et vraiment se focaliser sur la création de l'emploi, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et on voit déjà, pardon. Non, je veux dire, excellent aperçu global de ce que sont les enjeux majeurs d'Afrique. Et on peut dire qu'en effet, il y a des zones de disparité d'une région à l'autre. On voit déjà que beaucoup de pays africains, notamment le Maroc, ont commencé à implémenter des stratégies et des priorités pour changer leur modèle de développement et vraiment créer des écosystèmes industriels, accélérer la transition énergétique. Donc tous ces nouveaux aspects qui sont essentiels pour le développement de nos économies. Je voudrais aussi revenir sur un point que vous avez mentionné, Driss, au début de votre présentation. Donc, au tout début de la crise, il est vrai que les gouvernements ont beaucoup soutenu le secteur privé parce que c'était une urgence. Maintenant, les priorités et la situation est beaucoup plus complexe. Il faut vraiment, je pense, avoir de réelles conversations sur quel type d'entreprise, quel type de compétences, quel type de soutien doit être apporté au secteur privé pour passer à un nouveau modèle de développement. Et je pense que le but justement de ces 3 jours de débat et de panel est d'identifier justement ces compétences et les secteurs clés dont on a besoin pour développer un nouveau modèle de développement économique. Je voudrais aussi dire, vu que je sais que l'événement est très focalisé sur les secteurs de la banque et de l'assurance, et même les agences de notation, c'est des secteurs clés pour attirer et stabiliser les investissements étrangers. Et c'est des investissements dont on a absolument besoin au jour d'aujourd'hui pour pouvoir se développer. Et Oumnia, si vous me permettez justement, vous avez parlé des investissements directs étrangers qui sont fondamentaux dans l'amélioration du tissu industriel dans des pays, vraiment de la parité également, en tout cas de l'inclusion financière, économique et sociale. On a tous peut-être vu passer une statistique du début de la crise qui disait que pendant les 4 premiers mois de la pandémie, le retrait des idées en Afrique était l'équivalent de ce qui s'est passé pendant toute la crise de 2008. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle est votre perspective du point de vue des données que vous avez? Je pense que c'est tout à fait normal parce que pendant les crises, les investisseurs étrangers ont tendance à play the safe side. Et quand il y a un climat d'incertitude, les gens n'investissent pas. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il est primordial, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour les gouvernements, de faire des changements fondamentaux pour justement réinstaurer ce climat et ce sentiment de confiance pour les investisseurs étrangers. Et ça passe par des choses assez simples, comme par exemple renforcer la qualité de nos institutions nationales, la gouvernance, la transparence, la corruption, et puis aussi investir dans des secteurs clés, dans des compétences, le capital humain. C'est ça qui donne vraiment un sentiment de confiance aux investisseurs étrangers. Et c'est la priorité au jour d'aujourd'hui. Et quels seraient ces secteurs clés d'après vous pour on va dire les 12 mois à venir? On va passer un peu à la perspective maintenant de ce qui nous attend sur le deuxième temps de votre intervention. Donc, où est-ce que vous voyez il serait important d'aller investir si on est dans l'investissement ou pour quel secteur il faudrait peut-être se former un peu plus aujourd'hui quand on est jeune en démarrage de carrière? Parce qu'on parle beaucoup des grandes institutions dans nos débats en commun généralement. On parle beaucoup de la dimension structurelle des économies. On parle beaucoup des organisations et des gens qui sont en emploi ou qui sont à nouveau en recherche d'emploi peut-être.
Et on doit penser aussi aux jeunes, je pense. On est tous conscients que ces nouveaux entrants sur le marché de l'emploi ou ceux qui sont en formation aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait le bon choix de formation par rapport au secteur moteur des années à venir? Et quels sont ces très bonne question, Driss. Il est très, très important de souligner que il y a quelque chose qui s'appelle Sustainable Development Goals, qui a été développé il y a quelques années par the United Nations, etc. Et donc, c'est une stratégie d'investissement et de développement qui est fondée et basée sur plusieurs piliers. Donc, dans un premier temps, les énergies renouvelables, la parité entre hommes et femmes, et puis aussi les investissements dans les infrastructures, mais les infrastructures qu'on dit vertes, donc de green economy, l'économie verte, oui. Chose dans laquelle le Maroc est un leader sur le continent. Après, pour être beaucoup plus concrète, les jeunes au jour d'aujourd'hui doivent vraiment se focaliser sur des secteurs qui ont une valeur ajoutée. Donc, quand on prend par exemple le secteur de l'agriculture, qui reste quand même un des premiers employeurs sur le continent africain. Donc, 6 personnes sur 10 travaillent dans le secteur de l'agriculture en Afrique subsaharienne. Le futur pour le secteur de l'agriculture, c'est la transformation. Donc, il faut construire des usines, il faut investir dans la recherche et le développement pour créer de la valeur ajoutée, pour qu'on n'exporte pas juste des produits bruts, mais qu'on ait vraiment une valeur ajoutée dans ce secteur. Et pour moi, vraiment, le secteur clé pour les jeunes, c'est le secteur de la technologie, donc les TIC. Et je pense qu'on parle beaucoup de ça au jour d'aujourd'hui. L'économie digitale, qui a un potentiel de contribuer, je pense, à hauteur de 180 milliards de dollars pour l'économie africaine d'ici à 2025. Donc, l'économie digitale, ça va être tout ce qui est financial technologies, e-commerce, transport, health. Et franchement, moi, je suis assez fière de voir le nombre de startups au Maroc qui ont commencé et qui se sont beaucoup développées dans ces domaines-là. Maintenant, bien sûr, c'est l'accès au financement et le suivi pour qu'elles puissent se développer qui manque un peu. Voilà. Parfait. Alors, quand je vous entends parler justement des nouveaux modèles économiques d'une manière en filigrane, hein, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que les modèles de développement évoluent. Vous le dites à différentes reprises. Vous parlez de la transformation digitale. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire qu'a fait le ministre de l'Industrie chez nous en disant que le Maroc a gagné un bond de 5 ans en matière de transformation digitale, il allait de l'avant de 5 ans. On a souvent dit que le Maroc pouvait, comme pays de référence, être mieux positionné en matière de cluster numérique global par rapport à des pays d'Afrique de l'Est notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quand on parle justement du comparatif nord-sud, la région se positionne bien et qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport aux opportunités dont vous avez parlé? Pour un dernier point. Oui, non, il est vrai que le ministre Moulay Hafid Alami, d'ailleurs, l'une de ses premières interviews avec nous au début de la pandémie, avait mentionné que le Maroc a accompli en l'espace de 3 mois, ce qui aurait pris 5 ans à faire en termes de transformation digitale. Mais ça, c'est un phénomène qu'on observe dans plusieurs pays émergents et surtout en Afrique. Quand on regarde le boom du e-commerce, on va avoir des statistiques qui sont assez similaires. Donc, est-ce que le Maroc peut être un hub pour le digital, un panafricain? Oui, bien sûr, tout à fait. On a les compétences, on a beaucoup d'ingénieurs très bien formés. D'ailleurs, Monsieur Abed Sager, qui est avec nous aujourd'hui, qui était à l'école, je pense, des ingénieurs de Mohammedia, l'une des meilleures écoles sur le continent, mais aussi avec des standards internationaux. Donc, on a ces compétences-là et il faut juste encadrer ces jeunes, les former et puis créer de l'emploi pour eux. Voilà, donc moi, je suis très, très positive pour l'économie digitale. Parfait. Alors, ce que je propose de faire, c'est peut-être résumer rapidement quelques-uns des axes majeurs. Et si vous avez envie de compléter
au passage ou à la fin peut-être avec un ou deux points de plus. Donc, en effet, les enjeux majeurs au niveau du continent, et ça a été la lecture que vous avez apportée dans votre intervention, c'est d'abord, c'est plutôt une opportunité. On parle d'une crise d'opportunité. Nous avons une population qui est jeune. Il y a un cadre d'accord de libre-échange qui est en train de se formaliser entre 54 pays avec une génération importante de nouveaux flux économiques et d'opportunités d'investissement, évidemment, d'une part, mais également d'emploi. C'est bien la finalité qu'on recherche. Qui dit investissement dit quand même emploi à la clé pour faire fonctionner l'économie, qu'il y ait de l'épargne, qu'il y ait de la consommation. Les chiffres de croissance de tout un pays ne peuvent avoir de fondement que s'ils sont basés aussi sur une économie réelle, on est bien d'accord. L'Afrique bénéficie également d'une bonne notation. Enfin, certains pays ont besoin de bénéficier de meilleure notation, mais là où il y a vraiment une différence qui s'est faite, c'est dans les pays où la notation était bonne. Les enjeux vont des enjeux de gouvernance, de par l'analyse qui peut se faire en matière d'analyse des agences de notation internationales. Vous avez parlé du secteur bancaire et financier qui est important, puis ça fait partie des sujets qu'on va traiter, donc comme étant moteur dans le développement de toute économie, également au niveau social. Il faut savoir que de tout temps, on a su que les économies, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sont financées par les opérateurs de ce secteur des services financiers. Et ce sont également de grands employeurs. Je le cite au passage. Nous aurons l'occasion d'en parler pendant les 2 prochaines journées, évidemment, la journée 2 et 3. Un des enjeux majeurs, c'est quand même de créer de l'emploi. Qui dit population jeune dit quand même problématique d'employabilité. Et évidemment, face à ça, autour de tout ceci, on vit quand même ce contexte d'incertitude, voire d'ultra-incertitude, comme ce sera présenté dans un panel tout à l'heure, qui fait que il n'est pas du tout évident aujourd'hui, tant qu'on n'a pas la réponse en termes de vaccins, de faire des prévisions. C'est aussi pour ça que nous, on s'interdit de parler de prévisions au-delà de ce qui est déjà installé comme étant les tendances du moment. Enfin, on a parlé également de tout ce qui est opportunité sortant de cette crise, notamment dans le cadre des partenariats publics-privés, que la dimension importante, c'est évidemment que de renforcer pas simplement les institutions, mais également le secteur privé, de créer des écosystèmes qui vont permettre notamment d'assurer la valorisation de secteurs dits de transition, tels que le secteur green en général, tout ce qui a un rapport avec les secteurs de transition écologique, l'économie verte en général. Et puis, ce qui est important, évidemment, c'est de mettre au cœur de toute cette approche la dimension des compétences, qui est fondamentale pour la mise en œuvre de tous les objectifs de croissance. Et vous avez cité, évidemment, le Sustainable Development Programme avec les Sustainable Development Goals, dont vous avez mentionné 3 axes. Donc, l'énergie renouvelable, la parité en termes d'emploi. Donc, mesdames et messieurs, évidemment, et on cherche à ce qu'il y ait beaucoup plus de dames qui soient sur des postes de responsabilité. J'imagine que sans le dire, on est bien conscient que en haut des organigrammes, il y a des contraintes parfois de parité et c'est important d'en tenir compte. Et ensuite, évidemment, sur les sujets d'infrastructure qui sont importants. Un pays sans infrastructure ne peut pas se développer, il ne peut pas attirer des investissements directs étrangers. Enfin, on est revenu sur les jeunes, on n'a pas pu s'empêcher d'en parler un peu plus, c'est-à-dire que les secteurs à valeur ajoutée qui intéresseraient les jeunes, c'est évidemment l'agriculture, qui est un secteur qui peut bénéficier de plus de transformation. Encore faut-il que les politiques gouvernementales le permettent. Ça va de soi qu'il faut que chaque pays mette en place le cadre permettant de valoriser les investissements locaux également ou nationaux. Dans la transformation, il y a également en parallèle avec ceci, je veux dire, la recherche et le développement. Et vous avez fait référence évidemment à la grande économie digitale qui est ô combien fondamentale, sans parler également d'autres secteurs d'activité tels que la santé, tels que le transport, qui sont des secteurs tout autant moteurs de développement économique et social. Ouminia, je vous remercie infiniment pour votre superbe intervention et d'avoir aussi rejoint cet événement et de nous faire l'honneur de démarrer, d'être la personne qui a donné le coup d'envoi. Merci beaucoup encore une fois. Merci Driss, et j'ai vraiment hâte d'écouter les discussions qui vont suivre aujourd'hui et les 2 prochains jours. Parfait, vous êtes la bienvenue pour le reste de l'événement. Pour l'organisation. À très vite. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup de votre soutien. À très vite. Merci.